Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette séance qui sera consacrée pour la révision du deuxième chapitre de la première unité, les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique et qui est destinée aux élèves du première année baccalauréat sciences expérimentales et sciences maths. Donc aujourd'hui, on va faire une série d'exercices qui va nous permettre de faire une petite révision de toutes les notions de base qu'on a déjà vues dans le cours. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, tout d'abord, pour faire une résolution d'un exercice, il faut tout d'abord faire une ou deux lectures. Donc, grâce aux études réalisées dans une région donnée, on a pu réaliser les deux colonnes stratigraphiques X et Y représentées sur le document 1. Donc, la première question, déterminer l'âge relatif de la couche B en indiquant le principe utilisé. La deuxième question, justifier pourquoi les couches B et E ont le même âge. Et la troisième question, la variation latérale, alors expliquer la variation latérale observée dans la nature des couches B et E. Donc ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie de l'exercice, le tableau suivant représente les caractéristiques de quelques fossiles trouvés au niveau des strates des deux colonnes stratigraphiques. Donc le tableau, c'est celui-là, on va le revoir donc, pour la suite. La quatrième question, donc à partir du tableau précédent, dégager un exemple de fossile stratigraphique et un autre exemple de fossile de faciès. Justifiez votre réponse. Et pour finir, la cinquième question, en vous basant sur le tableau précédent, déterminer la période géochronologique de sédimentation des couches E et B. Donc, on va commencer par la première question, donc la question 1. Donc, la question 1, déterminer l'âge relatif de la couche B en indiquant le principe utilisé. Donc, on va revoir le document. Donc, le document, il montre quoi? Il montre deux colonnes stratigraphiques. Lorsqu'on parle de colonnes, ça veut dire une série de roches ou de couches sédimentaires. Donc, si on fait une petite comparaison pour les deux colonnes X et Y, on constate qu'ils sont formés tous les deux par trois strates. Donc A, B, C, D pour la colonne X et D, E, F pour la colonne Y. Pour notre question, c'est quoi? Donc pour notre question, c'est déterminer l'âge relatif de la couche B en indiquant le principe utilisé. Donc là, si on observe cette colonne X, elle est formée de quoi? Elle est formée de trois strates, de trois couches sédimentaires. La première observation qu'on voit, c'est que les couches sont horizontales, ils ne sont pas déformés, ça veut dire qu'ils n'ont pas subi des plissements ou des failles. Donc, en appliquant ce qu'on appelle le principe de superposition, donc le principe de superposition, il dit quoi? Il dit que une telle couche est plus récente que la couche qui la recouvre et plus ancien que la couche qui la recouvre. Donc, si on applique ce principe-là, on peut dire que la couche B est plus ancienne que la couche C et plus récente que la couche A. Donc là, on a donné, bien sûr, l'âge relatif. Donc, selon ce principe, donc le principe de superposition, la couche B est plus ancienne, donc la couche B est plus ancienne que la couche C parce qu'il est en haut, et la couche A est plus, bien sûr, elle est plus récente, et la couche A est plus ancienne que la couche B. Donc ça, c'est après quoi? D'après le principe de superposition. Donc maintenant, on va passer aux deuxième question. Donc pour la deuxième question, toujours à partir de document 1, justifier pourquoi les couches B et E ont le même âge. Donc si on revoit ce document-là, document 1, on constate que la couche A et la couche D, ils sont formés de la même nature de roche. Les voit bien sûr la marne blanche. La couche F et C, ils ont
bien sûr le même faciès, le même nature de roche, les C et F. Par contre, si on compare la couche B et la couche E, on constate qu'ils ont une nature minérale qui est différente. Donc la couche B, elle est formée de calcaire marneux et la couche E, elle est formée de grès AF3 et AF4. Donc pour justifier que les deux fossiles ou les deux strates ont le même âge, on peut appliquer ce qu'on appelle le principe de continuité. Donc le principe de continuité, pour le revoir, qu'est-ce qu'il dit? Donc le principe de continuité, il dit si deux couches éloignées ont le même toit et le même mur, ça veut dire quoi là, le toit et le mur? Donc le toit et le mur, ce sont les joints de stratification. Donc les joints de stratigraphie, ça veut dire la surface inférieure et la surface supérieure. Donc la surface supérieure, on trouve pour E la couche F, les rois le toit. B, on trouve bien sûr la couche C, la couche le toit. Donc il a donné une comparaison là. On constate que la couche B et la couche E ont le même toit et ils ont aussi le même mur. Donc en appliquant le principe de superposition, on peut dire que les deux couches B et E ont le même âge. Donc la réponse, donc les deux couches ont le même mur, la couche C et F, et le même toit. Donc selon le principe de continuité, ils ont le même âge. Donc on va passer à la troisième question, toujours en se basant sur ce document-là, expliquer la variation latérale observée dans la nature des couches B et E. Donc, la variation, ça veut dire la différence de nature, la différence minérale, ça veut dire la différence entre la composition de roches. Donc, pourquoi il y a une différence entre les deux strates, malgré qu'ils ont le même âge, mais ils ont une nature minérale différente. Donc là, on peut l'expliquer bien sûr si on fait une chronologie de dépôt de ces couches. Donc bien sûr, les couches qui vont se déposer en premier, ce sont les couches A et les couches D. La couche A et la couche D, ils vont se déposer. Après, il y aura un dépôt de la couche B et la couche E. Mais pourquoi là, on a un dépôt de B et là, on a un dépôt de E, bien sûr, le grès. Et cela peut être dû au changement des conditions de sédimentation. Par exemple, la zone où il y a la colonne Y, il y avait un changement de profondeur, par exemple. Donc, le profondeur, il ne va pas permettre, par exemple, le dépôt du calcaire. Donc, pour la réponse, on peut dire que la couche B et la couche A, ils sont différents car il y a un changement de conditions de sédimentation suite à une régression ou transgression marine. La variation latérale observée dans la nature des couches E et B est due au changement des conditions de sédimentation dans les deux régions où se trouvent les deux colonnes X et Y. Donc pour la deuxième partie de l'exercice, donc le tableau suivant représente les caractéristiques de quelques fossiles trouvés au niveau des strates des deux colonnes stratigraphiques. Donc avant de répondre aux questions, on va parler de ce qu'on appelle un fossile. Donc, c'est quoi un fossile? Bien sûr, les fossiles, ce sont des traces d'êtres vivants ou des restes d'êtres vivants qui ont été emmagasinés, conservés dans les couches sédimentaires. Donc là, c'est les bivalves. On a donné ici 4 types de fossiles. Les bivalves, les corails, les dents de requin et les ammonites. Chaque fossile, on a déterminé quelques caractéristiques. Donc la répartition géochronologique, la répartition géographique et le milieu de vie. Donc c'est les différentes caractéristiques qu'on a étudiées dans ce tableau-là. Donc pour la question, à partir du tableau précédent, dégagez un exemple de fossile stratigraphique et un autre exemple de fossile de faciès en justifiant bien sûr notre réponse. Donc si on peut dire, c'est quoi la différence entre un fossile de stratigraphique et un fossile de faciès? Donc un fossile de stratigraphique, c'est un fossile qui a vécu une courte durée dans le temps, donc dans le temps géologique bien sûr. Donc ça veut dire qu'un bon fossile stratigraphique, c'est un fossile qui a vécu
quelques années dans le temps et qui nous permet de faire une meilleure datation des couches sédimentaires. Par contre, pour les fossiles de faciès, ce sont des fossiles qui sont caractérisés par une répartition géographique qui est très, très réduite. Par exemple, un être vivant qui a vécu dans les littorales, par exemple. Donc là, il vit seulement dans les littorales. Si je le trouve dans une couche sédimentaire, je peux dire, je peux à partir de là déterminer le milieu de sédimentation. Par exemple, si j'ai étudié une série de sédiments, une série de couches sédimentaires, je trouve par exemple un fossile X, à partir de ce fossile-là, que je connais la localisation de sa vie, donc je peux dire par exemple qu'il vit que cette couche-là a été sédimentée dans un littoral. Donc la question, à partir du tableau précédent, dès que j'ai un exemple de fossile stratigraphique et un autre fossile de faciès, donc là, on commence par les bivalves. Donc les bivalves, la répartition géochronologique, il date du primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Sa répartition géographique, elle est réduite. Par contre, les corails aussi, il a vécu dans les aires secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc sa répartition géographique est réduite. Donc ces deux fossiles, ce sont des bons fossiles de faciès. Donc ce sont des fossiles, des meilleurs fossiles de faciès. Donc, si je veux répondre à la question, donc pour les fossiles de faciès, je peux citer soit les bivalves, soit les corails. Pour les fossiles de stratigraphie, on a dit qu'ils sont caractérisés par une vie qui est réduite, donc on peut parler de l'ammonite. Donc l'ammonite, il a vécu pendant la période qui est le Crétacé supérieur. Donc le Crétacé supérieur, c'est une période qui appartient au secondaire. Donc le Crétacé supérieur. Donc je peux citer là l'ammonite. D'accord? Donc on va un exemple de fossile stratigraphique est F4, l'ammonite, car il possède une répartition géochronologique réduite, bien sûr, et une large répartition géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ammonite a vécu un temps qui est très, très réduit dans le temps géologique. Donc, il va nous permettre de faire des datations très précises pour les couches sédimentaires qu'il le contient. Pour les fossiles, l'exemple des fossiles de faciès, donc on peut citer les corails, on a déjà dit, le corail et les bivalves. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent une large répartition géochronologique et une répartition géographique réduite. Et pour finir, la dernière question, donc toujours comme bien sûr base le tableau, donc la dernière question, le 5e question. Donc en vous basant sur le tableau précédent, déterminez la période géochronologique des sédimentations des couches E et P. Donc les couches E et P, c'est les couches qu'on a déjà vues dans la figure 1. Donc on a B et O. Donc la couche B et la couche E. Là, la couche B, il contient quoi? La couche B, donc c'est un calcaire qui contient le F1 et le F2. Les F1, ce sont les fossiles. F1, ce sont les bivalves. Bien sûr, F2, c'est les corails. Par contre, la couche E, donc il contient quoi? Il contient le F3 et le F4. Donc à partir de ces données-là, je peux déterminer l'âge des couches sédimentaires. D'accord? Donc là, si on passe par exemple pour les bivalves et les corails, ils se datent de l'ère primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Pour les corails secondaires, tertiaires et quaternaires, donc de là, je peux dire que les bivalves et les corail, il date, je ne peux pas donner une date très précise. Pourquoi? Parce que ces fossiles, ce ne sont pas des fossiles stratigraphiques qui nous permettent de dater avec une grande précision la répartition des êtres vivants, donc de la datation des couches. Donc là, je peux dire que la première couche qui contient B, qui contient les bivalves et les corails, il date du primaire, secondaire et tertiaire. Par contre, si je passe à la couche E, il contient les dents des requins et les ammonites. Donc, il contient l'ammonite. L'ammonite, elle a vécu un temps qui est très rétréci dans l'âge. Donc, je peux dire que cette couche-là date, bien sûr, de Crétacé supérieur. Donc là, ça se voit l'importance d'un fossile stratigraphique. Donc, un fossile stratigraphique, il n'a pas vécu, il vit pas une longue période. Donc, il va nous permettre de donner une précision dans la datation relative. Bien sûr, la datation relative, vous l'avez déjà vu dans le cours. Donc la datation relative, c'est une datation
qui permet de comparer l'âge, de donner un âge des structures géologiques en comparant les structures l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, l'autre datation qu'on a déjà vue dans le cours, c'est la datation absolue. Pour la datation absolue, c'est une datation qui nous permet, bien sûr, de donner des dates qui sont très, très précises. Par exemple, les dates très précises, par exemple, en utilisant le carbone 14. Donc, le carbone 14 va nous permettre de donner des dates qui sont très, très, très précises. D'accord? Donc, la période géochronologique de sédimentation des couches E, donc pour la couche B, se caractérise par la présence des fossiles F1 et F2. Donc, sa période de sédimentation est l'ère secondaire, tertiaire et quaternaire. Pour la couche E, se caractérise par la présence des fossiles F3 et F4. Donc, sa période de sédimentation est le Crétacé supérieur. Donc, le Crétacé supérieur, c'est une période qui date du deuxième ère. D'accord? Donc, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, l'étude géologique d'une région a permis de réaliser la coupe géologique du document 1. Donc, il y a la coupe géologique, le document 1. En vous basant sur le document 1 et vos connaissances, déterminer l'ère géologique à laquelle appartient chacune des couches L et S. Pour la deuxième question, déterminer l'âge relatif du plissement, le plissement c'est là, et de la faille F, justifier votre réponse. Pour la deuxième partie de l'exercice, l'étude a montré que le conglomérat M, bien sûr il est là, le conglomérat M contient des galets appartenant au schiste S ainsi que des fossiles cassés d'ammonite et des trilobites. Donc, troisième question, déterminer l'âge relatif du conglomérat par rapport au schiste S, en précisant le principe sur lequel vous vous êtes basé pour cette datation. La dernière, et pour finir, la dernière question, comment peut-on expliquer la présence de deux fossiles appartenant à des aires géologiques différentes dans le conglomérat? Donc, on va commencer par la première question. Donc, la première question, en vous basant sur le document 1 et vos connaissances, déterminer l'ère géologique à laquelle appartient chacune des couches L et S. Donc, la couche L, c'est là. Donc, la couche L, c'est le calcaire. Donc, la couche L. Là, c'est la couche S. Donc, la couche S, c'est le schiste. Donc, si on observe cette couche, c'est une couche qui contient de l'ammonite. Donc, l'ammonite, c'est un fossile. Donc, à partir de ces données-là, là, il y a l'ammonite et là, c'est le trilobite. Donc, à deux, ce sont deux fossiles. Donc, deux fossiles qui permettent de faire une datation. Donc, on peut dire que la couche S, il date du primaire, puisqu'il contient le trilobite. Par contre, la couche L, il date du secondaire, parce qu'il contient de l'ammonite. Donc, c'est là le trilobite. Le trilobite, c'est un fossile. Et là, c'est l'ammonite. Donc, les deux fossiles qu'on étudie dans cet exemple. Donc, l'ammonite, c'est un fossile qui date du secondaire. Et le trilobite, c'est un fossile qui date du primaire. Donc, si on trouve ce fossile dans une couche sédimentaire, on peut directement dire que la couche a été sédimentée lors de la présence de cette fossile qui est le trilobite. Donc, on va passer à la réponse. Donc, l'ère géologique à laquelle appartient chacune des couches L et S, la couche 1 est un calcaire à ammonite dont il appartient au secondaire, puisqu'il contient l'ammonite. Donc, l'ammonite nous a permis de déterminer l'ère. La couche S est un schiste plissé à trilobite, donc il appartient au primaire. Donc là, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, toujours, déterminer l'âge relatif du plissement P et de la faille F. Justifiez votre réponse. Donc, lorsqu'on parle de l'âge relatif, on ne donne pas des noms, des numéros. On donne bien sûr des comparaisons. Ça veut dire qu'on doit faire une comparaison entre le plissement. Bien sûr, le plissement, c'est une déformation géologique, et la faille qui est aussi une cassure au niveau des strates géologiques. Donc là, on va appliquer un principe qu'on a déjà vu dans le cours, c'est le principe de recoupement. Donc la faille, on constate que la faille, il coupe le pli. Donc puisqu'il coupe le pli, bien sûr, il est plus
récent que le plissement. Donc selon ce principe qu'on appelle le principe de recoupement, c'est une structure coupe. Bien sûr, c'est là le faille et là les plissements, c'est la structure coupe les plissements. Donc on peut dire que la faille, elle est plus récente que les plissements. Il ne peut pas avoir un plissement avant que la couche P, ou là le plissement, soit déposé. Donc là, on peut dire que la faille est plus ancienne que le plissement. Donc la faille F recoupe le plissement. Donc, d'après le principe de recoupement, la faille est plus récente que le plissement, bien sûr, selon le principe de recoupement. Donc, pour la troisième question, donc l'étude a montré que le conglomérat, donc le conglomérat contient des galets appartenant au schiste ainsi que des fossiles cassés d'ammonite et des trilobites. Donc, la question, déterminer l'âge relatif des conglomérats par rapport au schiste S en précisant le principe sur lequel vous êtes basé pour cette datation. Donc le conglomérat c'est là. Un conglomérat c'est quoi? C'est un amas, c'est un ensemble de sédiments qui sont collés par, bien sûr, de l'argile. On l'appelle un conglomérat. Donc le conglomérat, il est formé là par quoi? Par un galet. Il y en a des galets qui sont émergés dans le conglomérat. Donc l'âge de conglomérat M, le conglomérat M qui est là, par rapport au schiste. On sait que le conglomérat il est introduit dans le schiste, donc on peut là utiliser ce qu'on appelle le principe d'inclusion. Donc le principe d'inclusion, si un sédiment ou là, un fragment de roche est inclus dans une couche, donc ce fragment il est plus ancien que cette couche. Donc on peut dire que là, le galet appartenant au schiste S est inclus dans la couche de conglomérat. Donc, selon le principe d'inclusion, le galet est plus ancien que la couche de conglomérat. Et pour finir, la dernière question, donc comment peut-on expliquer la présence de deux fossiles appartenant à des aires géologiques différents dans le même conglomérat? Donc, le même conglomérat, on a trouvé deux fossiles. Un fossile qui est le trilobite qui date du primaire et un autre fossile qui est l'ammonite qui date du secondaire. On l'a trouvé dans la même strate. Donc de là, on peut dire, comment peut-on expliquer ces choses-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a le dépôt en l'aire primaire, il y aura un dépôt des trilobites. Après, il y a un arrêt de dépôt jusqu'à qu'il y a le deuxième aire, l'aire secondaire, où il y a le dépôt de l'ammonite. Donc l'explication qu'on peut donner, c'est qu'il y a un arrêt de sédimentation. Donc on peut expliquer la présence de deux fossiles appartenant à des aires géologiques différentes dans le conglomérat par une absence de sédimentation au cours des deux aires primaires et secondaires. Donc j'espère que mon exercice vous a permis de faire un petit rappel sur notre cours et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.